Alors, on enregistre cet épisode à peu près un mois avant les élections américaines. Et je suis hyper intéressé et perturbé par tout ça, et par l'impact que ça a dans le monde entier. Alors, on va pas parler de l'impact géopolitique et de tout ce que ça a dans chaque pays. On va parler de l'impact financier, et en particulier sur les marchés cotés. Et pour ça, je reçois Pierre Blanchet. Salut Pierre. Bonjour. Alors Pierre, toi, tu travailles chez Amundi et tu es responsable des solutions d'investissement pour les réseaux en France. Ça veut dire quoi, être responsable d'investissement pour les réseaux? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la supervision de tous les fonds, les produits qui sont distribués dans les réseaux du Crédit Agricole, LCL, les réseaux de proximité. Voilà. D'accord. Pour un Et peu donc tout. là-dedans, il y a beaucoup de côtés, j'imagine. Il y a quasiment et essentiellement du côté, oui. Ok. Donc j'imagine que tu regardes ça de très près. Euh, La question qu'on se pose quand tu regardes un peu les États-Unis, moi j'en ai toujours un million parce que depuis la France, il y a des moments où on se dit on a l'impression que l'économie est en PLS, que rien ne va, etc. etc. Puis tu regardes les marchés américains, depuis le Covid, j'exagère à peine, il y a eu des petits bumps, mais ça ne fait que monter, 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 monter. Et nous, on regarde ça un peu en se disant, alors, est-ce que, j'ai plein de questions, est-ce que c'est que les grosses sociétés tech qui montent? Est-ce que c'est pas que les mêmes qui montent d'ailleurs? Est-ce il y en a un certain un nombre qui montent, d'autres qui descendent vraiment beaucoup? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont vraiment au taquet, d'autres vraiment pas bien? Mais surtout et avant tout, est-ce que les élections ont un impact fort? Dans quelle mesure et pourquoi? Bah, tout simplement parce que les États-Unis, c'est la plus grosse économie du monde. En fait, hein, si tu prends les proportions, c'est 28 trillions. La Chine, c'est 18 trillions. L'Europe, c'est 18. Donc, c'est déjà beaucoup plus gros. Alors, 1 trillion, c'est 1000 C'est 1000 milliards? milliards voilà, Ok. de Donc, dollars. attends, t'as dit combien de trillions, les États-Unis? 28 28 trillions, donc ça fait 28 000 000 milliards. milliards de dollars. Ok. Voilà. Donc, déjà, c'est une très Ça, grosse c'est économie. la valorisation. Non, non, c'est la taille du PIB. Ok, ok. Donc déjà, c'est une très grosse économie, Hmm. beaucoup plus grosse que les autres. Donc qui va diriger cette économie, en tout cas qui va avoir une influence sur l'économie, aura une influence sur le reste du monde. Ensuite, bah, pour les marchés, tu parlais des marchés, en fait, hein, les 70% du MSCI World, donc l'indice classique qu'on connaît, 70%, c'est des actions américaines. Donc, le MSCI World, c'est 1000 sociétés? C'est plutôt 3000. 3000, les Voilà. 3000 plus grosses Voilà. valorisations boursières du monde. Voilà. Et si tu prends le Dans lequel tu MSCI as All 3 Français, Country, quoi. J'exagère, mais. bah ouais, 3 c'est pas mal en fait. La France c'est 3%. Ok, ok. Voilà. Et si tu prends l'indice large, le plus large qu'on utilise, le MSCI All Country World Index, Ok. bah en fait, les États-Unis, c'est 64%. Donc même quand tu prends les marchés dans leur entièreté, où là, tu as plus de 5000 valeurs, Hmm. bah, 2 tiers, en fait, c'est l'Amérique. Donc rien que pour ça, déjà, c'est important. Et puis quand tu regardes d'autres marchés, la dette, par exemple, tu as 40% en fait, de l'inventaire de bons côtés, d'obligations gouvernementales, c'est les US. Donc l'économie est énorme, les marchés financiers sont quand même de façon assez majoritaire centrés sur les US. Et puis après, bah, l'Amérique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de la réglementation, d'un point de vue de l'innovation, Hmm. c'est quand même une zone clé. Donc voilà, pour toutes ces raisons, même un investisseur qui a 3-4 valeurs françaises, bah, il y a un impact en réalité de cette élection. Si on est vraiment que sur la France, c'est fou. Et d'ailleurs, quand ils pensent, beaucoup de grosses boîtes françaises, LVMH Total, sont finalement détenues par des Américains. Enfin, indirectement, non? Du fait de la structure du capital, Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Les fonds de pension américains et les actionnaires américains sont assez présents dans le capital des entreprises européennes. Ouais. C'est assez logique par rapport à la structure de leur économie, parce que Hmm. l'épargne est quand même beaucoup investie dans les marchés, alors que nous, l'épargne est plutôt placée en fait sur la partie obligataire ou dans des produits d'assurance vie. Ouais. Super intéressant. Alors, quelle est cette incidence là-dessus? Ce qui est marrant, c'est que finalement, Donald Trump, quand tu le regardais il y a enfin, avant qu'il se fasse élire pour la première fois, il faisait peur à tout le monde. Et puis, en fait, assez vite, quand il a été élu, tout est remonté et tout le monde l'a aimé, quoi, finalement. Ouais, alors là, aujourd'hui, c'est la troisième campagne de Donald Trump. Donc on est, on va dire, habitué. Ouais. Habitué à la rhétorique, à l'habitué au personnage, habitué à ses axes par ailleurs. Donc il y a moins de surprises. Je pense que tu fais référence à 2016. Oui. Les marchés étaient un peu dans l'attente et finalement assez stressés à l'idée d'avoir quelqu'un qui était complètement hors du cycle politique classique, qui arrivait avec un discours extrêmement agressif. Et du coup, en réalité, il était sur-edgé, c'est-à-dire que
la plupart des investisseurs, institutionnels en particulier, ils avaient protégé les portefeuilles actions en vue de l'élection de novembre, parce que c'est toujours à peu près la même date. Et après, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un débouclage de ces positions, et du coup, c'est vrai que les actions ont énormément progressé. Mais parce que finalement, le marché avait un peu trop, pas trop, je sais pas si c'était trop, mais en tout cas, avait fortement protégé les positions. Là, on est, je ne sais pas si on peut dire qu'on s'habitue, mais en tout cas, le marché n'est pas dans cet axe-là. On se dit pas, on n'est pas inquiet de, enfin en tout cas, je veux dire de manière économique. Hein, à chaque fois, on parle un peu, on n'en est pas pour parler politique ici, mais de l'élection de Donald Trump. Si jamais il passe, on se dit pas c'est la fin du monde. Alors, c'est pas qu'on est inquiet, c'est que les investisseurs doivent prendre en compte les différents paramètres, c'est-à-dire qu'est-ce que Donald Trump promet, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire et qu'il ne pourra pas faire, voilà. Donc, tu as des grands sujets, par exemple les tarifs douaniers. Ça, c'est un classique. On va protéger les États-Unis. Make America Great Again. Quoi. Donc, tu vois, il y a les tarifs sur, bien sûr, les industriels chinois. Mais là, cette semaine, il vient d'annoncer qu'il allait peut-être passer à 200% les tarifs sur les véhicules électriques ou les véhicules mexicains. Bon. Donc 200%. Ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est x3. En fait, 100%, ce serait x2, donc 200%, ce serait x3. Donc, c'est peut-être une annonce, peut-être ça n'aura pas lieu, mais donc il y a ce sujet-là, qui est un sujet important, puisque, bien sûr, les entreprises qui vont se retrouver impliquées, elles peuvent être aussi européennes, hein, par ailleurs, ça va avoir une influence. Après, tu as des grands axes, c'est-à-dire que l'axe républicain, et là-dessus, Trump est complètement en ligne, c'est plutôt la dérégulation, donc moins de régulation du secteur bancaire, donc ça, voilà, ça peut avoir une influence. Moins de régulation par ailleurs du secteur énergétique, en tout cas une régulation un peu différente. On a vu ce qu'il avait fait sur le fractionnement hydraulique, on appelle ça. Voilà, exactement. Ouais. Et Kamala Harris, elle est sur ces deux sujets, par exemple, symétrique, c'est-à-dire qu'elle est plutôt pour le maintien d'une régulation bancaire forte, et elle fait la promotion, en tout cas elle essaie de continuer ce qu'a fait Biden elle continuerait ce qu'a fait Biden sur la transition écologique. Donc déjà, là, tu as 2-3 secteurs qui sont positivement ou négativement impactés à l'issue de l'élection. Après, tu as des secteurs qui sont, du fait de la structure de l'économie américaine, où les dépenses de santé sont très très importantes, tu as un impact potentiellement sur les secteurs de la pharma, avec une volonté très, très claire en fait, des démocrates de permettre à tous les Américains, en tout cas une proportion importante d'Américains, d'avoir accès à des médicaments moins chers ou pas chers. Et donc ça veut dire réguler les prix des médicaments, et ce n'est pas ce que proposent les républicains. Je pourrais me dire en t'écoutant, je ne sais pas si je fais les questions et les réponses, finalement, tu vois, les énergies aux États-Unis, même la finance aux États-Unis, est-ce qu'ils s'intéressent à Amundi, au Crédit Agricole, aux grandes banques françaises ou européennes, ou est-ce que, en fait, je pourrais me dire tout ça, ça me regarde pas, en fait. Et après, je réfléchis, et tout à l'heure, tu parlais d'MSCI World, etc. Si je suis exposé sur des indices, en fait, ce qu'on fait pas mal ces dernières années, finalement, quelque part, ça me regarde forcément, quoi. Sauf si je suis que sur du CAC 40, et encore. Et même, CAC 40, c'est des entreprises qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires hors de France. Et donc, on voit l'incidence de la Chine sur les industries du luxe, par exemple. En réalité, c'est des entreprises globales pour la plupart. Elles ont, ne serait-ce que, même si leur marché était très européen, les chaînes de production, par exemple, pour tout le segment industriel, c'est des chaînes intégrées globales. Donc, en fait, le choix qui va être fait, pas instantané, mais les choix politiques qui sont faits aux États-Unis et qui ont une influence sur le reste, va jouer. Et même s'il n'y avait pas d'influence, en fait, il y a un effet de valorisation. C'est-à-dire que si tu as des valeurs américaines qui se retrouvent décotées par rapport au prix actuel, elles ont des comparables en Europe. Et donc, forcément, la valorisation relative va bouger aussi. Donc, c'est plus un effet là, de marché, un peu technique, mais qu'il faut avoir en tête. Donc, il y a quasiment pas de solution, entre guillemets, pour ne pas avoir une influence. On est plus sur un effet domino qu'un effet vase communicant. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, c'est un peu à côté de la plaque, je sais pas ce que je dis, mais l'argent qui est plus investi aux US, il pourrait venir en France dans les entreprises, etc. Mais en fait, finalement, tout dégringole si ça dégringole là-bas, non ça... Ouais, alors il peut y avoir des vases communicants, mais en fait, c'est pas des flux aussi simples en réalité. Ce qui dégringoler, d'ailleurs, c'est pas forcément que à la baisse tout ça. Oui, bien sûr.
C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Hein. Quels sont les... Voilà. Enfin, je sais pas si d'ailleurs c'est ton job, mais on envisage... Il y a des grands scénarios possibles qu'on envisage. Est-ce qu'on se dit si Kamala passe ou si Trump passe, il va se passer ci, ça? Oui, bah, c'est ce que font les investisseurs, pas toute la journée, mais en tout cas ceux qui sont spécialisés sur le marché américain chez nous, c'est ce qu'ils font effectivement. Ouais. En fait, on a à la fois des scénarios de sensibilité, c'est-à-dire en fonction du choix des élections. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas une élection. En fait, c'est l'élection du président, la présidente, et l'élection du Congrès. Il y a 2 élections dans le Congrès. Et donc, ce qui est d'ailleurs assez probable, c'est que quel que soit le gagnant ou la gagnante de l'élection présidentielle, a priori, n'aura pas la majorité, soit au Sénat, soit à la Chambre. Et donc, c'est un calcul un peu plus compliqué que juste, il y a un nouveau président, c'est Donald Trump, ou une présidente, c'est Kamala Harris. Il faut voir en fait quelle est la structure derrière, politique, qui va porter les projets de l'un ou l'autre. Et là-dessus, les marchés sont assez fins. C'est-à-dire qu'ils anticipent bien, généralement, ce qui va être faisable et ce qui, finalement, ne passera jamais le Congrès. Donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de vase communicant, ni même de tout blanc, tout noir. En fait, il y a une subtilité d'analyse, et pour essayer de bien comprendre, si tu veux, là où en gros, effectivement, il y a un écart de valorisation dans ce scénario-là. Et tu dis que c'est une analyse assez fine, mais c'est pas des projections où à chaque fois les marchés sont à côté de la plaque. Il y a plutôt une bonne préconisation, une bonne visibilité. Ouais, alors, en fait, une élection, contrairement aux autres risques, plus tu te rapproches de l'élection, plus tu peux maîtriser le risque. Parce qu'en fait, c'est pas un risque complètement exogène. Tu connais les règles, enfin, sauf si certains les mettent en cause, mais tu peux connaître les règles. Voilà. Ouais. Tu connais la date. Déjà, un risque dont tu connais la date, c'est quand même assez sympa, entre guillemets. Et tu sais à peu près, et plus tu te rapproches en fait de la date, plus tu vois à peu près vers où on va. Et d'ailleurs, les dernières semaines là-dessus sont symptomatiques. On avait une position démocrate qui était quand même relativement faible, hein, faut quand même le reconnaître. Un candidat républicain qui était un peu en avance. Le changement Biden jusqu'à Harris, elle a très bien réussi d'ailleurs cette transition. Là, les sondages donnent un 50-50. En fait, on est dans l'erreur statistique. C'est la marge d'erreur statistique, c'est ce qui te fait gagner l'un ou perdre l'autre. Bon. Donc, du coup, on va arriver vers cette élection avec, du coup, en fait, une proba alors, de 50-50. Ça peut paraître binaire, en bascule d'un côté de l'autre. C'est fébrilité, ça. En fait, on va avoir énormément de compromis qui vont devoir être faits pour arriver à obtenir ensuite une majorité à la Chambre et tout ça. Donc, voilà, les marchés, en fait, maîtrisent assez bien ce processus. Et encore une fois, c'est pas la première campagne de Donald Trump. Donc, on peut pas répliquer ce qu'on a eu en 2016. Intéressant. Et puis oui, en plus, quand tu dis les marchés, c'est finalement aussi des analyses très fines, quasiment au niveau local aux États-Unis, qui remontent. Enfin, voilà. C'est une pyramide d'analyse. Exactement. Et c'est le chemin, en fait. C'est le chemin vers l'élection est tout aussi important que le résultat. Si moi, je suis inquiet et que je pense qu'il y a beaucoup de risques, qu'est-ce que je fais pour réduire mes risques ? Déjà, réduire ses risques, il faut être diversifié. Ça, c'est la clé. Il faut avoir un portefeuille équilibré, obligations, actions, pour avoir quelque chose qui peut résister si effectivement il y avait un coup de Trafalgar. Tu as parlé tout à l'heure de concentration. Enfin, c'est implicitement ce que tu disais sur le marché américain. C'est vrai qu'il vaut mieux éviter d'être concentré sur quelques valeurs. Il vaut mieux avoir un marché un peu, enfin, un portefeuille un peu plus large. Je pense que ne pas être investi, c'est pas forcément la bonne solution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout mettre en cash et se dire que j'investirai le lendemain de l'élection. Bon bah, déjà, le lendemain de l'élection, il peut se passer plein de choses. On n'aura pas forcément la configuration parfaite. Il vaut mieux, en fait, éviter d'avoir des grands paris ou alors faire un choix d'allocation en disant, bah voilà, moi je pense que c'est les démocrates qui vont gagner. Et dans ce cas-là, c'est plus négatif sur la pharma, peut-être plus positif sur l'énergie. Nous, notre sentiment, c'est ce qu'on fait dans les portefeuilles, c'est qu'on essaye de ne pas faire de paris politiques. En fait, on essaie de créer des portefeuilles robustes au résultat, un peu quel que soit le résultat. Attends, alors tu me dis que l'élection des démocrates pourrait être négatif sur la pharma et positif sur l'énergie. Sur l'énergie, j'aurais plus vu les républicains, en fait. Oui, alors en fait, non, c'est pas l'énergie, c'est la transition écologique. Pardon pour cette, merci pour cette précision. Négatif pour la pharma, pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de baisser le prix des médicaments. Et bien sûr, l'administration Harris, elle serait en continuité de l'administration Biden, qui a beaucoup investi
pour que la transition écologique se fasse. Donc en fait, c'est du pas secteur faux. de C'est l'énergie pas faux ce que ça dit. Ce serait positif pour l'énergie, mais pour l'énergie renouvelable. renouvelable. Voilà. Ok. Exactement. Ok, très bien, merci. La tech dans tout ça, on a des grandes théories où dans les deux cas, ça va être. Alors la tech, en fait, le sujet, c'est le sujet de l'antitrust. C'est sûr, comment, ouais. en fait, Ça, c'est plus réguler ou pas les grands groupes de chez technologie. les démocrates, ça, non? Voilà. Alors, c'est vrai, ça c'est un peu une vision, mais tu vas aller en Amérique et tu verras que c'est beaucoup plus balancé, comme on dit, c'est pas du bon français, Plus mais bon équilibré, beaucoup plus équilibré, puisque la posture démocrate et républicaine a vachement changé. C'est-à-dire que c'est pas vrai que les démocrates sont en fait pour le démantèlement et les républicains contre. En fait, c'est pas du tout le cas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me dis, le républicain, plus libéral égale tu fais ce que tu veux. Mais à la fois, les positions, là j'essaie de rentrer dans le philosophique, mais les positions de domination trop importantes, en fait, tuent le marché finalement, tuent la concurrence. Ouais. Et puis par ailleurs, en fait, c'est des groupes qui sont pas du tout monolithiques, ils font plusieurs choses. Ouais. Et dans certains aspects, ils sont devenus critiques pour la communication des communautés éloignées, pour les courses des uns et des unes et des autres. Voilà, donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué que de se dire on a un monde de grandes valeurs de technologie qui mettent à risque en fait la cohésion et qui biaisent en fait la concurrence, parce que c'est ça la légitimité en fait. Et après, il y a un sujet un peu plus vaste, c'est que c'est un formidable succès en réalité, la création de ces grands groupes du numérique. Et ça met les États-Unis en position de leader. Oui, Leader dans un monde, dans un monde où ces positions sont pas forcément faciles à établir. Donc, c'est quand même pas non plus vraiment leur intérêt au sens stratégique. Je parle de grande stratégie là, de démanteler des groupes maintenant, alors que justement ils sont dans une position de leader. Après, on verra ce que feront les candidats. Il faut être mesuré dans tout ce qu'on dit, mais voilà, on n'est plus dans un monde où il y a un camp qui voudrait démanteler et l'autre pas. D'ailleurs, tu vois bien qui soutient les candidats. Voilà, je vais pas donner de nom, mais tu vois qu'il y en a de chaque côté en fait. Ouais. Donc, voilà. Ok, si j'ai bien compris, on s'excite pas trop, on panique pas en tout Non. cas. On peut mettre un peu plus d'obligations si on veut. On peut aller vers de la SCPI si on est un peu trop stressé ou on répartit sur différentes choses. On met pas du all-in sur une action américaine en tout cas, sauf si on a sa conviction, mais voilà, c'est toujours risqué. De toute façon, on fait rarement du all-in en finance, c'est pas conseillé, on vous le dira bien chez vos conseillers. Et puis on va demander aux conseillers les solutions Amundi qui permettent de faire ça, quoi. C'est une bonne conclusion. Ouais, tout à fait, une excellente conclusion même. Voilà, qui sont gérés en tout cas. Proposé sur les solutions d'investissement par donc Pierre Blanchet. On te suit éventuellement sur LinkedIn. On peut suivre Amundi aussi sur LinkedIn, Amundi. Merci Pierre. Merci à toi.